Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'entraînement physique. Faites-vous partie de ces gens qui prennent un abonnement de gym pour l'abandonner quelques mois plus tard, ou êtes-vous plutôt adepte du CrossFit ou simplement de la course à pied? Dans tous les cas, la façon dont vous vous entraînez est probablement plus récente que vous ne le pensiez. Voici Sophie Croteau. Les premières traces de l'exercice dans le monde, comme la création du yoga près de 600 ans avant Jésus-Christ, étaient d'abord centrées sur son aspect spirituel. Balancer le corps et l'esprit était considéré comme impératif pour vivre une expérience religieuse. Dans les communautés autochtones de l'Amérique, la course était une façon de connecter avec ses ancêtres et de faire vivre les mythes. Chez les Grecs, qui ont inventé les Olympiques, les meilleurs athlètes étaient ceux qui pouvaient surpasser les mortels et se rapprocher des dieux. Mais c'est aussi au célèbre grec Hippocrate, le père de la médecine, qu'on doit les premières observations sur les bienfaits de l'exercice sur la santé qui seront transmises dans ses écrits. Il faut attendre au 16e siècle pour que les principes des Grecs refassent surface en Europe et en Amérique. Dans les 200 ans qui suivirent, plusieurs auteurs reprennent l'idée que l'exercice est bon pour la santé, ce qui s'accorde avec le courant de l'hygiénisme qui monte en popularité au même moment. C'est en effet l'époque des remèdes miracles et de la quête de la santé parfaite, ce qui apporte son lot de bons comme de moins bons. D'un côté, on développe au 19e siècle l'éducation physique pour les enfants, dans le but de favoriser le mouvement, mais aussi la connaissance de son corps. On ouvre aussi le premier YMCA, où on peut s'entraîner avec des cordes, des anneaux et des échelles. Mais de l'autre, on renforce les idées de l'eugénisme, où ces principes doivent uniquement servir à renforcer la perfection physique de l'élite blanche. Parce que pour la majorité de la population, qui travaille encore de longues journées dans les champs, la question de faire ou non de l'exercice ne se pose pas tellement. Avec la Première Guerre mondiale, l'idée de la performance physique revient au goût du jour parce qu'on veut s'assurer d'avoir des soldats prêts à partir au combat. On vote même pour rendre l'éducation physique obligatoire et on construit les premiers gymnases dans les écoles. Le fameux Pilates est aussi un résultat de cette époque puisqu'il est inventé en pleine guerre par Joseph Pilates, qui était alors détenu prisonnier et qui voulait développer un entraînement à l'aide des lits d'hôpitaux pour garder les hommes incarcérés en forme. Après la Seconde Guerre mondiale, la popularité de la voiture et des téléviseurs veut aussi dire que les citoyens ne sont plus aussi actifs qu'avant. Le sport devient aussi de plus en plus populaire, mais plutôt comme un passe-temps qu'un réel entraînement. Les gouvernements font donc des campagnes pour promouvoir l'exercice qu'ils présentent comme un acte patriotique. Pour les femmes, il faut surtout avoir l'air mince et joli, et les exercices sont donc légers et faits en suivant une émission dans son salon. C'est aussi l'arrivée des premiers gadgets commerciaux servant à s'entraîner et donc d'une industrie du fitness. Aux États-Unis, on commercialise la fameuse machine à élastique qu'on s'enroule autour de la taille et qui agite le gras dans le but de le faire disparaître sans effort. Au Japon, on invente le premier podomètre avec le conseil de viser les 10 000 pas. Un numéro un peu aléatoire, non pas basé sur la science, mais plutôt sur la signification du nombre en Asie, c'est-à-dire l'abondance. Dans les années 70, on revient à l'idée de la santé plutôt que de la performance. C'est le début de l'aérobie et des cours de groupe où on développe son endurance plutôt que sa force. C'est aussi la folie du jogging, rendue à la mode par le mouvement hippie, qui s'imagine un monde sans voiture et où on se déplacerait donc à la course. Suivent les années 80 qui sont définitivement l'ère de l'exercice pour tous et les vêtements de sport se mêlent même à la garde-robe normale. Les gyms sont plus populaires que jamais et deviennent une communauté autant pour les amateurs de fitness que pour les personnes marginalisées. Le 21e siècle commence durement avec les événements du 11 septembre 2001. Suite à cette tragédie, on remarque étonnamment l'apparition de deux mouvements encore très populaires aujourd'hui qui sont une sorte de réponse au stress ambiant. D'un côté, on a le CrossFit, où on se construit un corps capable de parer à toute éventualité, et de l'autre, on a le self-care avec la méditation et le yoga pour prendre soin de son esprit.
C'est aussi l'ère des gadgets technologiques qui nous indiquent notre fréquence cardiaque ou nous disent de nous lever chaque heure. Aujourd'hui, on associe encore beaucoup l'exercice à la perte de poids, mais le discours change lentement, par exemple grâce à des mouvements comme Health at All Size qui nous rappellent qu'on peut être en forme qu'importe notre poids. La pandémie de la COVID-19 nous a aussi rappelé que l'exercice est une composante cruciale de la santé mentale et non seulement physique, ce qui apportera sans doute de nouvelles façons de l'aborder dans le futur. Ouais, si la diversité des types d'entraînement n'a jamais été aussi foisonnante, reste qu'avoir le temps et l'argent pour faire de l'exercice, c'est encore un privilège. Aujourd'hui, c'est dans un souci d'équité et d'accessibilité que de nombreuses villes offrent maintenant des installations publiques dans les parcs qui permettent de s'entraîner gratuitement en tout temps. On espère aussi que c'est là que réside l'exercice du futur et non pas dans un autre gadget magique. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.